Élu dans Bellechasse, Claude Lachance devient député du Parti québécois pour la première fois en 81. Avant et après la politique, Claude Lachance a fait sa marque dans l'enseignement et dans le milieu municipal. On lui doit aussi la plus grande collection de photographies de la vie politique du Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Lachance. Bonjour. Automne 84, le PQ traverse une grosse crise interne. Il y a deux choses. Il y a d'abord le beau risque proposé par le gouvernement Mulroney pour rapatrier le Québec dans la Constitution canadienne. Et le deuxième, c'est l'état de santé de M. Lévesque lui-même. Comment vous avez vécu ces mois-là avec vos collègues et avec vos commettants? D'abord, en ce qui concerne le beau risque, compte tenu du résultat du référendum qui avait eu lieu en 1980, là, en 1984, là, on voyait bien, puis moi je le sentais avec les gens de ma circonscription, que même si on revenait avec ça, là, le résultat ne serait guère mieux. Donc, ce que Mulroney avait lancé, bon, c'était pas la souveraineté, loin de là, mais au moins il y avait un geste d'ouverture qu'on n'avait pas connu avec Pierre Elliott Trudeau, puis le rapatriement unilatéral et tout. Alors, de ce côté-là, moi, je n'ai pas eu de problème. Alors, quand est arrivé le moment où plusieurs des collègues ministres ont démissionné, ça a été un choc, et en particulier des gens comme M. Parizeau et Camille Lorrain, qui étaient vraiment là, des leaders. Alors, ça a été très difficile. Et à un moment donné, là, le moral peut vous dire qu'à l'intérieur du caucus n'était pas très élevé. Lorsqu'on lunchait ensemble, lorsqu'on dînait ensemble, on voyait la situation et avec les problèmes que nous avions eus au niveau syndical, on sait que les syndicats avaient soutenu le Parti québécois à quelques reprises, tout ça faisait en sorte que ça n'augurait pas très bien pour l'élection qui allait suivre. En plus, M. Lévesque n'était pas le René Lévesque que nous avions connu, le bonhomme extraordinaire, malgré ses sauts d'humeur, avec son caractère, ça c'est très humain, mais on pouvait voir, nous, au caucus, puis dans son comportement, là, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Là. Alors ça aussi, c'est inquiétant. Peut-être une petite anecdote, moi je ne suis pas un joueur de cartes, mais j'avais aussi des témoignages de certains collègues qui jouaient aux cartes avec M. Lévesque. Parfois. C'était son passe-temps préféré, d'ailleurs. Oui, qui jouait aux cartes parfois assez tard avec certains collègues. Et en tout cas, les échos que j'en avais, c'est que ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien du tout. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à jaser en coulisses sur le fait que M. Lévesque n'était peut-être pas l'homme de la situation pour la prochaine élection qui allait suivre. Et j'avais un petit groupe d'amis plus proches, et je pense entre autres à Maurice Dupré, qui était, lui, député du comté de Saint-Hyacinthe. Et Maurice Dupré nous avait invités en 1984 à sa résidence en plein été, au mois de juillet. Il avait invité un certain nombre de collègues. Ça avait été très, très agréable, mais ça avait parlé d'autre chose que de la piscine, là, sur le bord de la piscine, et du party qu'on avait. Et déjà, à ce moment-là, le nom de Pierre-Marc Johnson commençait à circuler comme le dauphin, en tout cas, quelqu'un qu'on voyait pour remplacer M. Lévesque. Mais M. Lévesque a continué jusqu'au mois de juin 85. Est-ce que vous avez été surpris, choqué de sa démission? Non, elle était attendue, en tout cas, par plusieurs. Il y en a qui l'ont dit. Moi, je l'ai même écrit. C'était assez audacieux de la part de
député de faire ça. Je ne l'ai pas rendu public, bien sûr, mais j'avais écrit à M. Lévesque pour lui suggérer de quitter après tout ce qu'il avait fait, là, non seulement comme premier ministre, mais aussi comme membre important du groupe de la Révolution tranquille, que le temps était pour lui venu d'envisager sérieusement de quitter la vie politique pour permettre au Parti québécois de rebondir. Et j'ai su par la suite que cette lettre-là n'avait pas été très bien accueillie. Alors, ça n'a pas été pour moi une surprise, c'était même souhaité par un certain nombre de députés et je vous dirais même de ministres, parce qu'il y a des ministres aussi qui assistaient régulièrement au Conseil des ministres qui nous faisaient des confidences. Mais personne n'osait vraiment... hein, M. Lévesque, c'est un monument, là. C'est pas n'importe qui. Est-il exact que vous avez été courtisé pour joindre les libéraux à l'époque? Jean-Claude Rivet, qui était proche de Robert Bourassa. M. Rivet était député de Jean Talon. Et c'est un pince sans rire, Jean-Claude. En 1984, peu de temps avant que les libéraux se choisissent un candidat avant l'élection qui allait suivre, Jean-Claude arrive comme ça avant la période de questions où les députés de Badine jasent ensemble, vient me trouver. Il dit, la chance, tu nous ferais un bon député dans Bellechasse. Alors, comme ça, là, tu sais, sans insister davantage. Alors là, le rappel comme quoi la période de questions commence, ça reste là. Moi, je n'ai pas réfléchi trop à ça non plus, là. J'ai pris ça comme une blague. Mais une semaine à peu près, une semaine, 10 jours après, il revient. Il me dit, la chance, est-ce que tu as réfléchi à ce que je t'ai parlé la dernière fois? Alors là, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, dit, non, je ne peux pas envisager ça. En me rasant la barbe le matin, j'aurais de la misère à me regarder dans le miroir. Alors, ça a été fini. En 85, vous avez fait partie d'un comité pour la préparation du budget. Et à ce moment-là, vous avez déterré un moyen d'augmenter les revenus de l'État que personne d'autre avait vu. C'était quoi? Alors ça, c'est intéressant. D'abord, il faut savoir qu'après la démission de M. Parizeau comme ministre des Finances, c'est le député de Saint-Maurice, Yves Duhem, qui est devenu ministre des Finances. Alors, Yves Duhem avait demandé à quelques députés de faire partie d'un comité aviseur pour envisager, pour voir est-ce qu'on avait des idées concernant la composition des éléments qui devaient se retrouver dans le budget. Alors, je lui avais suggéré quelque chose qui a été retenu, et je peux vous dire qu'il a été très surpris, il m'en a même félicité à un moment donné, c'est que moi, je faisais une petite collection de monnaie, et je m'étais rendu compte que quand je commandais Monnaie Canada, en tout cas quelque chose du genre, il n'y avait pas de taxe sur la monnaie et les timbres, pas de taxe de vente là-dessus. Alors, comment ça se fait qu'on charge la taxe sur des choses parfois qui nous apparaissent essentielles et puis que quelqu'un qui collectionne de la monnaie n'a pas besoin de payer de taxe de vente? Je voyais qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas là-dedans. Alors, il y avait des gens, des fonctionnaires du ministère des Finances, et je peux vous dire que quand ils ont attrapé ça, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Et je sais que par la suite, bon, ça existe encore, bien sûr, mais tout de suite, dans le budget, ça a été inclus et on m'a dit que ça rapportait quelques millions par année. À l'automne 85, le Québec se dirige vers une nouvelle élection générale. Comment vous vous êtes préparé pour cette élection-là? La meilleure préparation pour un député en fonction dans un comté rural, c'est encore une fois d'être très près des citoyens qu'on représente. Alors moi, je me suis dit, les chances d'être réélu sont peut-être pas ce que je souhaiterais, parce que là, vraiment, on avait le vent dans la figure, mais avec la perspective d'un nouveau chef, parce qu'il faut savoir aussi là, qu'après la démission de M. Lévesque, au mois de juin 1985, là, il y avait la course au leadership du Parti québécois. Et ça, on n'avait pas connu ça hein, depuis M. Lévesque, le premier chef choisi. On n'avait pas connu ça véritablement, une course. Et déjà, Pierre-Marc Johnson était dans le décor. Et puis, mon collègue aussi de Lévis, Jean Garon, qui avait annoncé sa candidature, et Pauline Marois. Donc, en fait, les trois principaux candidats. Alors, évidemment, moi,
j'avais milité pour appuyer la candidature de Pierre-Marc Johnson. Déjà, ça faisait un bon bout de temps. Alors, ça n'a pas été une élection facile, on le savait, même que c'était prévisible que le parti ne soit pas reporté au pouvoir après 2 mandats. Mais dans la circonscription de Bellechasse, mes chances apparaissaient meilleures qu'avec ce que j'avais connu en 1981 dans une certaine proportion. Parce que là, on n'avait plus l'Union nationale dans le décor. Alors, la stratégie, c'était d'aller chercher les gens qui avaient voté Union nationale en 1981. Il y en avait quand même à peu près 6 000 électeurs, et de rapatrier une majorité de ces gens-là au sein du Parti québécois. Alors, c'est ce que nous avons tenté de faire, mais la côte était pas mal difficile à surmonter. Et vous avez été défait. Comment vous avez encaissé votre défaite? Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à vivre avec ça. D'abord, il faut dire là, que j'avais un congé sans traitement étant dans le secteur public et parapublic. Soutien de famille, donc il y avait comme une protection. Et ça voulait dire ça, que je pouvais réintégrer le monde de l'éducation après la défaite. Mais pour avoir, dans ma carrière politique, avoir fait comme candidat 6 élections, en avoir gagné 3 et en avoir perdu 3, je peux vous dire que c'est plus difficile d'accepter la défaite ou de vivre la défaite lorsqu'on est en fonction plutôt que lorsqu'on est simple candidat. Alors, non, ça n'a pas été quelque chose de très difficile, de pénible. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai amélioré le pourcentage de votes qui m'était attribué. En 1981, vainqueur avec 37,6 % des voix, et en 1985, défait avec 44 % des voix dans une lutte à 2. Après les mois passés, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez choisi de retourner maire de votre municipalité? Ça a pris un peu de temps. L'élection a eu lieu le 2 décembre 1985 et je suis revenu à la mairie au mois de mai 1987. Vous vous êtes repris aux élections de 89, encore une fois candidat du Parti québécois. Est-ce que vous aviez amélioré votre campagne? On se souviendra qu'en 89, suite à la défaite du Parti québécois, au départ de Pierre-Marc Johnson en 87, on avait M. Parizeau comme chef, qui était arrivé comme chef en 88. Et M. Parizeau, tout le monde reconnaissait ses talents comme ministre des Finances, mais comme chef du Parti québécois, très souverainiste, moi, ça ne me déplaisait pas, mais les électeurs du comté de Bellechasse étaient un peu frileux par rapport à ça, là. Alors donc, le nouveau chef du Parti québécois n'était pas une locomotive pour moi. Et la campagne a été vraiment une campagne où je n'ai pas eu d'aide comme candidat. C'était une campagne que j'ai faite là, personnellement, avec à peu près pas d'appui. Et le résultat a été quand même surprenant, très surprenant, parce que j'ai été au nombre des 4 députés du Parti québécois, candidats du Parti québécois, qui ont été défaits par moins de 200 voix. Alors ça, là, personne ne l'avait vu venir. J'ai vérifié la possibilité d'aller en recomptage et puis, finalement, après avoir examiné les raisons du rejet des bulletins de vote, parce qu'il y avait eu plus de bulletins de vote rejetés que la majorité de mon adversaire. Et finalement, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas et il fallait accepter le résultat. Alors donc, défaite par 191 voix, même si j'avais été déclaré vainqueur à un moment donné à Radio-Canada. Fausse joie. Mais le lendemain, ça c'est le 25 septembre 1989, et le lendemain, je retournais à mon travail, à la direction de l'école. Et aussi à la mairie? Oui, mais ça, à la mairie, effectivement, parce qu'on n'est pas obligé de démissionner du poste de maire
pour se présenter dans une élection au Québec. Alors, j'ai continué tout simplement à jouer mon rôle de maire de Saint-Nazaire. Aux élections de 1994, vous tentez à nouveau, malgré vos défaites précédentes, d'être candidat. Est-ce que cela vous sentiez un vent dans le dos plutôt qu'un vent de face? Bon, là, en 1994, je vais continuer à militer. J'étais encore président du Parti québécois de Bellechasse. Et le résultat de 1989 m'a ouvert les horizons au niveau du parti et au niveau du chef. M. Parizeau, après l'élection de 1989, était venu à une assemblée générale du parti en novembre, donc peu de temps après. Et M. Parizeau m'avait dit, « Monsieur Lachance, c'est exceptionnel ce que vous avez fait et je vous laisse choisir la date de votre investiture pour la prochaine élection. » Alors ça me plaçait dans une position confortable par rapport à d'autres candidatures possibles. Parce que, vous savez, après 2 défaites, celle de 85 et celle de 89, aussi devant la perspective de réélection du Parti québécois, parce que le Parti libéral est au pouvoir depuis 2 mandats, ça aurait pu arriver que d'autres candidatures surgissent et peut-être des candidatures qui auraient pu évoquer le fait que, bon, j'étais brûlé politiquement. Mais devant l'invitation que M. Parizeau m'avait faite, j'ai décidé que l'Assemblée d'investiture aurait lieu en 1993, parce qu'on ne savait pas à quel moment les élections seraient déclenchées. On se souviendra que M. Bourassa avait démissionné et Daniel Johnson est devenu en 1994 premier ministre. Et ce qu'on a constaté, c'est que le Parti libéral, le gouvernement libéral se rendait à la fin du mandat constitutionnel. C'était à 5 ans, moins quelques jours. Alors, pendant 1 an et demi, à peu près, j'étais candidat. Donc, tout le monde savait que j'étais l'aspirant à devenir député. Et ça se présentait d'une façon pas mal intéressante, là, d'autant plus que Mme Bégin, qui avait été députée depuis 1985, avait décidé de ne pas se représenter. Vous aviez quand même un peu plus d'expérience des campagnes électorales. Est-ce que vous aviez changé des choses pour cette campagne de 1994? J'étais mieux préparé qu'en 1989. Oui, effectivement, l'expérience aidant, le travail de terrain, l'organisation. Il faut dire aussi que nous avions le vent dans le dos, après l'avoir eu dans la figure. Alors, les choses, puis les dossiers avaient changé, sauf peut-être toujours cette fameuse préoccupation de l'amélioration du réseau routier qui était toujours dans le décor. La préoccupation pour les emplois aussi était moindre. Il y avait encore une demande de ce côté-là. Mais non, la perspective était intéressante, là. Et ça a été une belle campagne. Un des bons coups de la campagne électorale, c'était l'arrivée de M. Parizeau avec Bernard Landry, avec André Boisclair, à l'usine même, accueilli chez IPL Plastique par M. Métivier, le président. Et la conjoncture était très spéciale. Je vous dis pourquoi. C'est que quelque temps auparavant, peut-être une dizaine de jours auparavant, M. Parizeau avait été dans le comté de Beauce-Nord, comté voisin de Beauce-Nord, chez Max, qui était présidé par M. Placide Poulain. Et là, ça avait fait la manchette nationale parce que M. Parizeau s'était fait reprocher l'option souverainiste du Parti québécois. Alors, je peux vous dire que M. Parizeau était en beau maudit. Et ce qu'il craignait chez IPL Plastique, c'était de revivre la même situation en présence des journalistes, en présence des médias d'information. Alors, à un moment donné, ce qu'on m'a dit au sein de l'organisation, et on dit Claude, M. Parizeau ne veut plus venir dans Bellechasse à cause de ce qui s'est passé dans Beauce-Nord. Alors là, la moutarde m'a monté au nez, je peux vous dire. Je n'étais pas de bonne humeur. Je dis wow! Si M. Parizeau décide de ne pas venir dans Bellechasse, qu'il se cherche un autre candidat. Et là, on était en pleine campagne électorale. Alors, j'avais pris, par exemple, la précaution d'appeler M. Métivier. Et il m'avait dit, pas de problème, on
on va répondre aux journalistes. Sa petite phrase était toute faite, c'est ce qui s'est passé effectivement. Aussitôt que M. Parizeau est arrivé chez IPL, les journalistes étaient là, accueillis par M. Métivier, et concernant sa perception de l'option de la souveraineté. Et M. Métivier avait répondu comme ça, et ça a été fini. Nous, on fait du plastique, on ne fait pas de politique. Alors, ça avait clos le débat. Vous avez gagné cette élection-là en 1994. Le PQ a été porté au pouvoir. Comment vous avez réagi à cette double victoire? Évidemment, on est toujours heureux quand on gagne notre élection, et surtout avec un score intéressant là, de l'ordre de, je crois, 47 quelque chose du genre. Il y avait l'ADQ qui débutait. Mais ça a été quand même décevant au niveau de la victoire du Parti québécois, parce que là, on savait qu'avec M. Parizeau, on s'enlignait vers un deuxième référendum, un référendum sur la souveraineté du Québec. Alors, le pourcentage de voix obtenues par le Parti québécois en 1994 et le nombre de députés, de mémoire, je pense que c'est 71 ou quelque chose comme ça, ne nous donnait pas une grande marge de manœuvre là, dans la perspective du référendum qui suivrait. Alors, de ce côté-là, ça a été c'était quand même un peu décevant. L'autre déception, je dois vous le dire, hein, connaissez-vous un curé qui ne veut pas devenir évêque? C'est que, compte tenu de l'expérience politique que j'avais, je pensais qu'en Chaudière-Appalaches, je pourrais accéder au Conseil des ministres. Et ça ne s'est pas produit. Pour quelle raison? En tout cas, peut-être que d'autres pourraient le dire, mais j'ai l'impression que l'événement qui s'était passé pendant la campagne électorale, où j'avais menacé de remettre ma démission comme candidat, peut avoir joué un certain rôle en 1994. Il y avait aussi les liens là, pas très, très bons avec mon voisin de comté, M. Garon. Oui, ça s'est gâté. C'était quoi le fond du problème? Le fond du problème est très simple. M. Garon, il n'avait pas digéré que je ne l'appuie pas à la chefferie en 1985. Oui. Il s'était présenté comme candidat contre Pierre-Marc Johnson, Pauline Marois et quelques autres. Et lui, il ne pouvait pas concevoir que le député de Bellechasse, qu'il avait aidé à faire élire en 1981, décide de ne pas l'appuyer. Alors ça, là, il n'est peut-être pas rancunier, mais il a de la mémoire, M. Garon. Oui, mais c'était la seule chose, mais il devait y avoir des dossiers régionaux qui faisaient que vous étiez à couteau tiré. Pas beaucoup. Il y en a eu un en particulier parce que là, la grande surprise que nous avons eue, après Jean Garon, l'excellent ministre de l'Agriculture, très aimé de son chef, M. Lévesque, à l'époque, on était resté avec, l'aura du ministre de l'Agriculture. Mais en 1994, si vous vous souvenez, M. Parizeau a nommé Jean Garon ministre de l'Éducation. Alors ça a été une surprise totale, une déception considérable, parce qu'on ne le voyait pas à cet endroit-là. C'est un gars populiste, un gars qui a du bel goût, qui, faisait rire les gens et tout ça, un gars qui a une formation aussi d'économiste, l'expérience qu'il avait acquise au niveau parlementaire, mais comme ministre de l'Éducation, c'est pas quelque chose là, qui était naturel. Perçu ou naturel par les gens qui l'avaient côtoyé. Alors, dans mon cas, quelques mois avant la prise du pouvoir par le Parti québécois, le ministre de l'Éducation qui l'avait précédé au Parti libéral, M. Jacques Chagnon, M. Chagnon, lui, comme ministre de l'Éducation, avait autorisé dans Bellechasse un projet très important de l'ordre de 3 millions de mémoires pour l'implantation d'une option professionnelle de conduite d'engins de chantier. Ça, c'était des grosses machines là, pour travailler sur des chantiers routiers, entre autres, avec collaboration de la commission scolaire. Un des premiers gestes que M. Garon fait, en arrivant comme ministre de l'Éducation, c'est d'annuler ce projet-là dans Bellechasse. Alors, après avoir fait des rencontres à droite et à gauche, puis avoir travaillé là, mon dossier de façon sérieuse, sans s'exclamer, disons, sur la place publique, à un moment donné, là, j'avais mon voyage. Et
Ma conception, c'est que j'avais été élu par les gens de Bellechasse pour représenter Bellechasse. Je n'avais pas été élu par les gens de Bellechasse pour représenter le gouvernement dans Bellechasse nécessairement. Alors, c'est pour ça que, en juin 1995, à un moment donné, vous savez, les députés ministériels ne posent pas de questions souvent, hein? C'est les députés de l'opposition qui posent des questions. Alors, je me lève et le président de l'Assemblée nationale, Roger Bertrand, député de Portneuf, me permet de poser ma question. Et là, tout de suite, j'ai vu réagir les députés libéraux qui n'aimaient pas ça qu'un député ministériel pose une question. Et j'avais commencé en leur disant, c'est pas une question plantée. Et ils ont eu l'occasion de s'en rendre compte par la suite. Alors, je me lève, je pose la question au ministre de l'Éducation, qu'est-ce qu'il entendait faire? Et le ministre, je savais la réponse. Je connaissais la réponse. Là, il a invoqué le fait que le terrain était trop dispendieux. Bon. Et c'est là que j'ai dit qu'il avait menti. Et là, je mettais vraiment, là, comme député ministériel, je mettais ça en jeu, puis je mettais aussi ma carrière politique future en jeu. Vous étiez allé loin. J'étais allé très loin. Personne d'autre, à ma connaissance, a fait ça. Mais là, encore une fois, pour moi, là, c'était décidé. Je n'étais pas le genre de gars qui était perçu comme un délinquant. Mes collègues, là, ils ont eu de la misère à me reconnaître. Et quand on regarde les enregistrements vidéo de cette période de questions, je peux vous dire que mes collègues avaient la mine basse. Alors qu'il y a tellement de terrains disponibles qu'on utilise des terrains qui sont déjà à la propriété, et plutôt que de dépenser 3,5 millions pour acheter des terrains, M. le Président. Monsieur le député de Bellechasse, en complémentaire. Oui, M. le Président. Pourquoi le ministre s'acharne-t-il à tronquer la vérité et à dire des faussetés concernant les coûts de 3,2 millions pour l'achat de terrain? C'est faux, M. le Président. Il a menti. Mais les applaudissements venaient de l'autre côté. Alors, je suis revenu à la charge parce que, évidemment, je savais que c'était antiparlementaire. Mais le matin, avant de me rendre à la période de questions, où je n'avais pas prévenu mon whip, je n'avais pas prévenu mon leader que j'allais poser une question, j'avais pris la précaution de vérifier dans le règlement quelle était la sanction que je risquais de subir si je tenais des propos antiparlementaires. Et la sanction, c'était la perte de parole pour le reste de la séance. Alors ça, là, c'est pas trop, c'est pas trop grave. Mais vous avez dû quand même être obligé de vous expliquer, sinon vous excuser, soit auprès de M. Garon, auprès de vos collègues, auprès de M. Parizeau, parce qu'à l'interne, c'est pas très, très accepté, ça. Vous avez tout à fait raison. Encore une fois, là, je risquais d'être expulsé du caucus. J'ai été convoqué au cabinet du premier ministre par Jean Royer. Et Royer, je vais vous relater rapidement la conversation, elle était brève. Royer avait dit, « Écoute, la chance, c'est grave ce que tu as fait là. Est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu entends faire? » Bien, je dis, « J'entends continuer. » Il dit, « S'il y a une punition, qu'est-ce que tu fais? » Et là, à ce moment-là, je me souviens très bien, j'avais dit, « Bye bye. » Alors, je n'étais pas prêt à prendre quelque chose d'une sanction que je jugeais non correcte. Question, est-ce que je me suis excusé? Je n'ai jamais prononcé ce mot-là. La seule chose que j'ai dite au caucus à mes collègues, que c'était sûrement pas un exemple à suivre. Alors, ça s'est clôturé comme ça, et ça faisait bien l'affaire du whip de dire aux journalistes que je m'étais excusé. Alors, c'était la fin de l'histoire. Sauf que j'étais très conscient à ce moment-là que toute possibilité future d'avancement ou d'accéder au conseil, c'était fini, c'était terminé. Merci, M. Lachance. On se revoit la semaine prochaine. Au plaisir.